Imaginez l'aube s'étendant sur la steppe infinie, peignant le ciel de nuances pêches et or. Le soleil se lève à l'horizon et, avec ses rayons, le monde s'éveille de l'ombre. Sentez-vous l'air s'emplir du parfum de la terre chaude et de la rosée. C'est le souffle de l'Antiquité, un moment où l'histoire commençait à peine à tisser ses fils. Comment la civilisation a-t-elle émergé lorsque la première pierre a été posée aux fondations d'une ville et que la première charrue a labouré la terre? Comment un monde a-t-il émergé où le travail n'était pas seulement une occupation, mais le prix même de la liberté? Réfléchissez un instant et vous entendrez le murmure des siècles, nous invitant à un voyage à travers les pages les plus sombres et les plus lumineuses de l'histoire humaine. C'est une histoire de force, de faiblesse, de résilience et d'espoir. Nous nous tenons au seuil où les ombres du passé ne se sont pas encore dissipées et où leurs contours façonnent le monde que nous connaissons aujourd'hui. Écoutez le murmure du vent à travers les millénaires, porteur des échos des royaumes antiques. Là où les vallées fertiles de l'Euphrate et du Tigre abritaient les premières cités, naquit l'idée qu'une personne pouvait appartenir à une autre. Non pas simplement pour servir, ni simplement pour obéir aux ordres, mais pour être une propriété, une chose dont la vie et le travail appartenaient à son maître. Il ne s'agissait pas de tribus sauvages, mais de puissantes civilisations, bâtissant temples et canaux, gouvernant de vastes territoires. Ici, l'esclavage faisait partie intégrante de l'ordre, comme le cycle du jour et de la nuit, comme les crues des fleuves. Captifs de guerre, débiteurs, enfants nés en esclavage, leur destin était scellé. Ils étaient les pierres angulaires de ces empires, invisibles mais irremplaçables. Leur dos courbé sous le poids du travail, leurs mains créèrent la richesse qui permit aux souverains et aux prêtres de prier les dieux et de bâtir les cités dont nous découvrons aujourd'hui les ruines. Imaginez le soleil brûlant de Mésopotamie brûlant la terre, et le bruissement discret des roseaux le long des rives. Dans cette beauté austère, des lois se sont formées, cimentant le pouvoir des uns sur les autres. Et lorsque les premiers navires ont pris la mer, chargés de marchandises et d'idées, ils ont emporté avec eux cette forme de relation. La route passait par l'ouest, vers les rivages de la Grèce, où la philosophie, la démocratie et l'art sont nés au milieu de temples blancs étincelants et d'agoras animés. Mais même ici, sous le doux ciel méditerranéen, l'esclavage faisait partie intégrante de la vie. Athènes, Sparte, Corinthe, des cités dont les noms résonnent encore dans nos oreilles. Leurs citoyens évoquaient la liberté, le droit de vote, la grandeur de la police. Mais derrière ces nobles idéaux se tenaient des millions de mains qui ne connaissaient pas la liberté. Des paysans cultivant la terre, des esclaves filant et préparant la nourriture, des artisans créant de magnifiques objets, des bâtisseurs érigeant des acropoles et des stades. Ils étaient la trame invisible sur laquelle se tissaient les modèles de la civilisation grecque. Contrairement à la Mésopotamie, ici, l'origine d'un esclave n'était pas toujours aussi rigide. Il s'agissait souvent de prisonniers de guerre, de pirates ou de personnes ayant tout perdu suite à des bouleversements économiques. Ils pouvaient être instruits et qualifiés, mais ils demeuraient des biens. Leur vie pouvait être meilleure ou pire selon leur maître, mais la condition même d'esclavage demeurait constante. Regardez les statues de marbre, les vases gracieux, les lignes austères des temples. Dans chacun d'eux, invisible et pourtant tangible, se trouve le travail de milliers de personnes dont les noms ont été effacés par le temps.
Elle contribuait au mécanisme qui permettait aux penseurs grecs de contempler le cosmos et aux guerriers de défendre leur cité. Et cet héritage, cette idée qu'il existe des êtres nés pour servir, a imprégné les fondements mêmes de la pensée occidentale. Même ceux qui parlaient d'égalité faisaient souvent des exceptions, laissant cette forme de coercition comme une évidence. Écoutez le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage, le vent charriant l'odeur du sel et de la résine. Ces mers antiques ont été témoins des premières grandes migrations humaines, et avec elles, de nouvelles formes de relations sociales. Des royaumes du Moyen-Orient, où l'esclavage était profondément ancré dans les lois et les traditions, aux cités-États grecs, où il est devenu partie intégrante de leur vie tumultueuse, l'idée qu'un individu possède un autre s'est enracinée. Ces racines étaient profondes, et leurs ramifications s'étendront loin dans l'avenir, préparant de nouveaux tournants encore plus sombres de l'histoire. Rome, le cœur du monde, vibrant de puissance et d'ambition. Mais sous l'éclat de ses arcs de triomphe, sous l'éclat des casques des légionnaires, se cachait une ombre, l'ombre de millions de personnes. C'était l'ombre de l'esclavage, invisible, pourtant imprégnant chaque pierre, chaque fil de vie du grand empire. Écoutez l'écho des pas sur les trottoirs de la ville éternelle se dissoudre dans les murmures des esclaves dont les mains ont bâti sa grandeur. L'Empire romain ne fut pas le premier à ouvrir ce chapitre de l'histoire humaine, mais il l'éleva au rang d'absolu. L'esclavage n'y était pas simplement une conséquence de la guerre ou de la dette, il en devint le fondement. Des millions de personnes, capturées lors d'innombrables campagnes, vendues pour payer leurs dettes, nées en esclavage, formaient le cœur de la main-d'œuvre. Des champs immenses d'Italie où les colosses peinaient sous un soleil de plomb, aux ateliers et carrières animés, leur sueur alimentait l'économie. Leur travail silencieux soutenait le luxe des patriciens et les ambitions des empereurs. Imaginez de vastes latifondia où des milliers d'esclaves travaillaient la terre. Leurs mains, travaillées par les houes et les charrues, transformaient des terres arides en champs fertiles, nourrissant des milliers de personnes. Ils extrayaient le minerai dans des mines obscures, leur souffle mêlant poussière et peur. Ils servaient chez les riches, accomplissant les tâches les plus humiliantes et les plus difficiles. Leur vie ne leur appartenait pas. Ils étaient des objets, des biens, leur corps et leurs âmes appartenant à leur maître. Mais l'esclavage à Rome ne se limitait pas au travail physique. Les esclaves instruits, capturés lors des conquêtes, devenaient enseignants, médecins, scribes et architectes. Ils apportaient avec eux savoir et compétences, enrichissant la culture de l'Empire. Mais même leur intelligence restait entravée. Ils pouvaient créer des chefs-d'œuvre, enseigner aux enfants et soigner les malades, mais ils restaient toujours inférieurs aux hommes libres. Leur sort dépendait des caprices, de l'humeur et de la générosité de leur maître. Imaginez un marché romain, le bruit, le brouhaha, les cris des commerçants, et parmi eux, des gens. Ils se tenaient là, exposés à la vente, leur corps examiné comme des marchandises, leur passé, leurs rêves, leurs espoirs, tout effacé, leur avenir déterminé par le prix qu'un nouveau propriétaire paierait pour eux. C'était banal, une partie intégrante du quotidien, incontestée. Le droit romain, si parfait par ailleurs, légalisa cette situation. Un esclave était un objet de loi et non un sujet. Il ne pouvait être tué sans motif, mais sa vie était entièrement entre les mains de son maître. Il ne pouvait posséder de biens, se marier, avoir d'enfants. Son existence était entièrement subordonnée à la volonté d'autrui.
Et ce mécanisme, ce gigantesque tapis roulant de main-d'œuvre servile, nourrissait le cœur du monde. Il permettait à Rome de construire des aqueducs, des routes et des amphithéâtres. Il permettait à ses légions de traverser les territoires conquis. Il permettait à ses philosophes de réfléchir et à ses poètes de créer. Mais derrière chaque triomphe, derrière chaque grande réussite, se tenaient des millions de victimes silencieuses. Considérez la construction du Colisée. Combien de mains, combien de vies ont été investies dans ce grandiose amphithéâtre où le sang des gladiateurs a coulé? Combien d'esclaves ont peiné dans ses profondeurs, assurant son fonctionnement? Leurs noms sont oubliés, mais leur travail demeure, gravé dans la pierre, témoignant du côté obscur de la grandeur. Les vents de l'histoire ont porté non seulement la gloire de l'Empire, mais aussi ses souffrances. L'esclavage est devenu partie intégrante de l'économie romaine, mais aussi de sa culture et de sa vision du monde. Il a imprégné le tissu social, créant une hiérarchie où la liberté était un privilège et non un droit. Cette idée, profondément ancrée dans la conscience romaine, allait perdurer pendant des siècles, se transformant sans jamais disparaître. Ainsi, face à ce monde à la fois majestueux et cruel, le monde s'y mobilisait. Personne ne savait que ces fondations, apparemment inébranlables, commenceraient un jour à se fissurer. Le grand empire, bâti sur les os de millions de personnes, se préparait à ses derniers jours, et, avec lui, à de nouveaux chapitres, encore plus sombres, de l'histoire du travail forcé. L'Empire romain, ce colosse dont l'ombre s'étendait des eaux froides de Bretagne aux sables brûlants d'Afrique, entamait son lent déclin. Sa grandeur, bâtie sur la sueur et les larmes de millions d'habitants, devint fragile, telle une vieille mosaïque dont les pièces commençaient à s'effriter. Le ciel de Rome, si récemment illuminé par des lumières triomphales, commença à se couvrir de nuages gris. L'Empire semblait en hibernation, comme avant un long sommeil hivernal, mais dans ce silence, de nouvelles formes d'esclavage émergeaient, plus cachées, plus sophistiquées. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident en l'an 101 après Jésus-C, le monde familier s'est effondré. Les grandes villes ont été désertées, les routes construites par les esclaves ont commencé à se développer. De vastes domaines, autrefois gouvernés par une seule main, se sont fragmentés en de nombreux petits territoires en guerre. Les terres qui avaient appartenu au puissant empire sont tombées aux mains des chefs des tribus germaniques, qui s'en sont pris à ces murs autrefois impénétrables. Avec ces tribus est né un nouvel ordre, une nouvelle vision du travail et de la propriété. C'était une époque où le concept même d'esclavage commençait à évoluer. Les hommes libres, autrefois fiers de leur citoyenneté romaine, recherchaient désormais la protection des chefs locaux, leur offrant leur loyauté et leur travail en échange de leur sécurité. Ainsi naquit le système féodal, où la terre devint la valeur suprême, et les gens qui y vivaient en faisaient partie intégrante. Attachés à la terre, les serfs ne pouvaient la quitter sans la permission de leur maître. Ils étaient obligés de travailler pour lui, de lui remettre une partie des récoltes et d'accomplir de nombreuses tâches. Leur vie, bien que moins privée de droits que celle d'un esclave romain, était néanmoins limitée, soumise à la volonté du seigneur féodal. L'Église, devenue l'un des principaux piliers de la nouvelle société, joua également un double rôle. D'un côté, elle prêcha la miséricorde et l'égalité devant Dieu. De l'autre, elle sanctifia l'ordre établi, y compris le travail forcé.
Les monastères eux-mêmes devinrent de grands propriétaires terriens, régnant sur leurs paysans, souvent assimilés aux serfs des seigneurs féodaux séculiers. L'Église exerçait un pouvoir immense et n'hésitait pas à l'exercer. Le Moyen Âge, époque des chevaliers et des châteaux, des cathédrales et des pèlerinages, était aussi une époque où la coercition ne faisait que changer de visage. L'esclavage, dans son acception classique et romaine, commença à décliner, remplacé par de nouvelles formes de dépendance. Le servage, lié à la terre, n'en était qu'un exemple. Il y en eut d'autres. Les villes, renaissant lentement de leurs cendres, commencèrent à attirer des personnes en quête de liberté face à la servitude féodale. Mais même là, à l'intérieur des murs, la vie n'était pas facile. Les maîtres de guildes contrôlaient la production, limitant l'accès à l'artisanat et établissant leurs propres règles. Compagnons et apprentis travaillaient des années avant d'avoir la chance de devenir membres à part entière de la guilde. De nouvelles formes de coercition apparurent également dans d'autres sphères. Les campagnes militaires et les croisades apportèrent de nouvelles vagues d'esclavage. Les captifs capturés au combat étaient souvent vendus comme esclaves. C'était particulièrement vrai aux frontières de l'Europe, où les affrontements avec les États musulmans ou les tribus païennes étaient fréquents. Les esclaves capturés lors de ces conflits pouvaient finir sur les marchés de Constantinople, de Cordoue, voire de la lointaine Russe. Même parmi ceux considérés comme libres, des formes de dépendance existaient. Les débiteurs incapables de rembourser leurs dettes pouvaient tomber dans l'esclavage pour dette, échangeant leur travail contre leurs dettes. Ce système, bien que non héréditaire comme le servage, enfermait néanmoins les individus dans la pauvreté et la dépendance. Au milieu de ce lent déclin des anciennes formes et de l'émergence de nouvelles, le monde se préparait à un tournant encore plus dramatique. L'ombre de l'esclavage semblait s'éloigner, pour finalement prendre une forme nouvelle, plus menaçante, prête à traverser les océans. Les vents du changement, qui commençaient à peine à souffler sur les feuilles des forêts européennes, portaient avec eux le signe avant-coureur d'une tempête qui allait changer le cours de l'histoire. Dans ce monde, où terre et travail étaient inextricablement liés, une soif de nouvelles terres, de nouvelles ressources couvait, et cette soif allait bientôt ouvrir les chapitres les plus terribles de l'histoire humaine. La mer, immense, puissante, séduisante, elle a toujours été une frontière, un mur que seuls quelques-uns osaient franchir. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Dans le cœur des Européens, là de l'exiguïté du vieux monde, de la lutte éternelle pour un lopin de terre, pour une maigre récolte, pour le droit de respirer profondément, une soif nouvelle, irrésistible est née. Une soif d'horizon, une soif d'inconnu. Les navires, qui jusqu'à récemment glissaient timidement le long de rivages familiers, s'endardissaient. Leurs voiles, tels des ailes d'oiseaux inconnus, se gonflaient au vent, les emportant dans les abysses bleus. Ce n'était pas de simples voyages, c'était un cri de l'âme, s'affranchissant de la carapace des siècles. Les vieux péchés, l'ombre de l'esclavage qui avait traversé les siècles, n'avaient pas disparu. Ils attendaient simplement leur heure, leur nouveau terrain de jeu. Ainsi naquirent les premiers pas dans l'Atlantique. C'était une époque où les cartes du monde étaient encore pleines de zones blanches, où les légendes de terre regorgeant d'or et de merveilles excitaient l'imagination. Le Portugal, puis l'Espagne, leurs caravelles, légères et maniables, annonçaient de grands changements.
Ils explorèrent les côtes africaines, cherchèrent une route maritime vers l'Inde, rêvant d'épices, de soieries et de bijoux. Mais derrière le vernis romantique des grandes découvertes se cachait une réalité différente, bien plus sombre. Aux côtés des cartographes et des navigateurs, ceux qui ne voyaient dans les nouvelles terres que de simples sources de main-d'œuvre progressèrent également. Les rencontres avec les peuples d'Afrique, riches de leur culture et de leur identité particulière, se terminèrent souvent tragiquement. Les premiers captifs, les premiers esclaves emmenés d'Afrique n'étaient pas encore reconnus comme faisant partie d'une machine monstrueuse sur le point d'atteindre sa pleine capacité. Ces premiers pas dans l'Atlantique étaient des pas vers l'inconnu. Le vent, qui gonflait les voiles, portait non seulement l'espoir de richesse et de gloire, mais aussi le parfum d'un malheur imminent. Le monde semblait figé, ignorant encore qu'un nouvel ordre brutal, bâti sur les os de millions de personnes, allait naître. De vieux rêves de liberté et de nouvelles ambitions s'entrelaçaient en un nœud serré, prêt à se défaire dans un drame sanglant. Et au-dessus de tout cela, un ciel immense et indifférent s'étendait, comme s'il observait la naissance d'une ère nouvelle. Le silence sembla envelopper le monde avant que le temps ne s'accélère à nouveau. Comme aux aguets, il rassemblait ses forces pour de nouveaux événements inédits. C'est à cet instant, alors que les horizons s'élargissaient et que les anciennes cartes semblaient insuffisantes, qu'une page écrite dans la douleur et le désespoir s'ouvrit. La tragédie transatlantique, dont le nom était devenu synonyme de cruauté inhumaine, allait se dévoiler dans toute son effroyable ampleur. Le passage du milieu, tel était le nom donné à cette route infernale, cette machine à broyer les destinées humaines. Elle n'apparut pas soudainement, tel un orage un jour d'été. Ses racines s'enfonçaient plus profondément dans des sols qui avaient déjà subi le poids de l'esclavage, mais qui allaient désormais acquérir une dimension nouvelle, monstrueuse. Les navires européens, ces audacieux pionniers de l'Atlantique, portaient non seulement les pavillons des grandes puissances, mais aussi les germes d'une nouvelle entreprise prédatrice. Lorsque les explorateurs portugais et espagnols posèrent le pied sur le sol africain, ils découvrirent bien plus que des paysages exotiques et des peuples inconnus. Ils y virent aussi une main-d'œuvre potentielle, une ressource exploitable pour l'enrichissement. Des rencontres qui auraient pu donner naissance à un dialogue culturel se transformèrent souvent en captures, violences et enlèvements. Des peuples dont les ancêtres avaient vécu en harmonie avec leurs terres pendant des siècles se retrouvèrent soudain traqués. Ces premiers captifs, arrachés à leur monde familier, n'imaginaient pas encore l'ampleur de la catastrophe à venir. Ils n'étaient que les premières graines semées sur le terrain d'une tragédie future. Le passage du milieu n'était pas seulement un concept géographique. C'était un terme englobant l'ensemble du processus horrible, depuis la capture d'une personne chez elle jusqu'à son arrivée sur des navires prêts à traverser l'océan. L'ère des ports d'Afrique de l'Ouest, autrefois emplie des bruits de la vie, des rires des enfants et des chants des adultes, commença à être imprégnée du parfum de la peur et du désespoir. Les mains brutales des commerçants européens, et parfois même des chefs locaux qui collaboraient avec eux, saisissaient hommes, femmes et enfants. Ils étaient ligotés, battus et dépouillés de tout ce qui faisait leur humanité. Les yeux de ceux qui restaient exprimaient une horreur mêlée de perplexité. Comment une telle chose avait-elle pu arriver ? Pourquoi ces êtres libres étaient-ils transformés en marchandises ? Puis vint l'étape la plus terrifiante, l'embarquement à bord des navires. L'insalubrité, la puanteur et l'étouffement régnaient.
Les cales exiguës où des centaines de personnes étaient parquées devinrent un véritable calvaire. Les gens manquaient d'air, d'eau et de nourriture. Ils étaient enchaînés les uns aux autres, attachés à leurs voisins, séparés seulement par de fines cloisons de bois. La respiration devenait laborieuse, chaque mouvement était source de douleur. Nombre d'entre eux succombèrent à cette épreuve avant même que les navires ne quittent le rivage. Leurs corps, épuisés et épuisés, furent jetés à la mer comme des déchets inutiles. Ceux qui restèrent vivaient dans une peur constante, attendant le prochain coup, la prochaine humiliation. Le bruit des vagues clapotant doucement contre le flanc du navire résonnait comme une condamnation à mort pour les captifs. L'océan, qui pour les marins avait été une voie vers de nouvelles terres et de nouvelles richesses, était devenu un abîme menant vers l'inconnu. Le passage du milieu était un voyage sans retour possible. Ces navires, ces prisons flottantes, transportaient une cargaison humaine à travers l'Atlantique, et cette cargaison était la plus précieuse de toutes, des vies humaines. Les marins, exécutant les ordres de leur capitaine, oubliaient souvent la moralité de ce qui se passait. Ils ne voyaient que leur travail, leur devoir. Mais même parmi eux, il y en avait probablement qui, dans le calme de la nuit, contemplant les étoiles, ressentaient le poids de leur rôle dans cette entreprise monstrueuse. Les cales étaient si exiguës que les gens étaient contraints de rester serrés les uns contre les autres, incapables de se retourner. Femmes et enfants étaient souvent maltraités par l'équipage. Des maladies comme le scorbut, la dysenterie et la variole se propageaient à une vitesse terrifiante. Chaque épidémie causait la mort de dizaines, voire de centaines de personnes. Mais même la perte d'une telle marchandise n'arrêtait pas les marchands d'esclaves. Ils savaient que la demande de main-d'œuvre en Amérique était énorme et que chaque décès entraînait un manque à gagner qui devait être compensé. Le voyage pouvait durer des semaines, parfois même des mois. Le soleil, perçant à travers les fissures du pont, n'apportait aucun soulagement, ne faisant qu'intensifier la soif et la souffrance. Les odeurs de pourriture, de sueur et d'excréments flottaient dans l'air, rendant la respiration presque impossible. Les gens perdaient connaissance par suffocation, leur corps se convulsant. Certains sombraient dans l'apathie, résignés à leur sort. D'autres, malgré l'épuisement, tentaient de résister, de se battre avec les gardes et de s'échapper, même si cette liberté signifiait la mort. Mais les chances étaient inégales. La cruauté et la froide indifférence des négriers brisaient tout courage. Chacun de ces navires traversant l'Atlantique était un monument à la cupidité et à l'inhumanité humaine. C'était un système méticuleusement truqué, où chaque rouage, du capitaine à l'humble marin, jouait un rôle dans cette machine de souffrance. Le passage du milieu devint le symbole de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, une route pavée de larmes, de sang et de vies brisées. Vague après vague, les navires filaient vers l'ouest, laissant derrière eux les côtes dévastées de l'Afrique et emportant sur leurs ponts des millions de personnes dont les rêves de liberté avaient été brisés par les dures réalités d'un monde esclavagiste. L'océan, si vaste et puissant, fut témoin de cette tragédie sans précédent, gardant en ses profondeurs les secrets de ceux qui n'atteignirent jamais les rivages du Nouveau Monde. Le monde s'immobilisa, comme au seuil d'une ère nouvelle et terrible, où la vie humaine devint une monnaie d'échange dans le jeu du pouvoir et de la richesse. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe.
les colonies esclavagistes américaines, la naissance d'une nouvelle ère, sucre, tabac et destins humains. Tandis que l'océan détenait ses secrets, un monde nouveau naissait à l'ouest, au-delà de l'horizon. Des terres autrefois sauvages et indomptées absorbaient désormais non seulement la sueur et le sang, mais aussi les espoirs, les peurs et l'essence même de ceux qui y étaient amenés contre leur gré. Ici, dans les colonies nord-américaines, l'histoire prit un tournant radical. Non seulement l'Empire britannique, mais aussi la France, l'Espagne et les Pays-Bas se précipitèrent sur ces rivages, poussés par la soif de nouvelles richesses. Les Espagnols furent les premiers à poser le pied sur les terres qui allaient devenir les États-Unis, mais ce sont les colons anglais, arrivés au début du XVIIe siècle, qui posèrent les fondations de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Sud esclavagiste. Les premières années furent rudes. Les colons dirent faire face à l'inconnu, à la nature sauvage et aux maladies. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour exploiter ces terres et cultiver les cultures qui leur apporteraient la prospérité. Au début, il s'agissait principalement de serviteurs européens sous contrat, des gens qui avaient troqué leurs années de labeur contre un passage transocéanique. Mais cela ne suffisait pas. La terre exigeait davantage de bras, de dos, prêts à un dur labeur. Leurs regards se tournèrent alors vers le sud, vers les îles tropicales, où les plantations prospéraient déjà. Les îles des Caraïbes devinrent le premier laboratoire. C'est ici, à la Barbade, en Jamaïque et à Saint-Dominique, que le plein potentiel de la canne à sucre fut exploité. Sucre. Ce mot devint synonyme de richesse et de luxe en Europe. Mais pour ceux qui la cultivaient, il symbolisait un travail insupportable et une cruauté extrême. Les plantations de canne à sucre exigeaient une main-d'œuvre colossale. Le climat était débilitant, les maladies décimaient la population et le travail était un véritable enfer. Les Espagnols, puis les Anglais, les Français et les Hollandais commencèrent à importer des esclaves d'Afrique. Leur nombre augmenta chaque année, éclipsant la population européenne. C'est ici, sur les îles, que les méthodes d'exploitation furent perfectionnées. La cruauté devint la norme. Les lois réglementant l'esclavage en consolidèrent le système. Les esclaves devinrent des biens, des objets à acheter, à vendre, à punir, voire à tuer sans grandes conséquences. Leurs familles furent déchirées, leur culture réprimée, leur humanité niée. Cette expérience cruelle se répandit bientôt sur le continent. Lorsque les colons anglais d'Amérique du Nord, notamment de Virginie, constatèrent la rentabilité de la culture du tabac, ils commencèrent eux aussi à chercher de la main-d'œuvre. Le tabac, comme le sucre, exigeait de vastes superficies et des soins constants. À la fin du XVIIe siècle, avec le déclin du flux de serviteurs européens sous contrat et la disponibilité accrue des esclaves africains mieux adaptés au climat tropical, l'esclavage devint la principale forme de travail dans les plantations du Sud. Ce n'était pas seulement une décision économique. C'était la naissance d'une nouvelle structure sociale, d'un nouvel ordre fondé sur la discrimination raciale. La couleur de peau devint un marqueur de destinée. Les personnes arrivant d'Afrique furent déclarées inférieures, privées de droits, vouées à la servitude éternelle. Le monde en cours de création sur ces terres fut bâti sur les fondements de la souffrance étrangère. Chaque nouveau navire arrivant d'Afrique apportait non seulement une cargaison vivante, mais aussi une nouvelle vague de chagrin. Des gens arrachés à leur vie familière, à leur foyer à des milliers de kilomètres, se retrouvaient désormais dans un monde totalement étranger.
Leur langue, leurs coutumes, leurs croyances, tout était mis à rude épreuve, cherchant à être éradiqué. Mais l'esprit humain s'est révélé remarquablement résilient. Dans les recoins les plus sombres de la vie d'esclave, au milieu du travail exténuant et de la cruauté, les chants, les histoires et la foi ont perduré. À mesure que les plantations se développaient, la demande d'esclaves augmentait. Des colonies comme la Virginie, le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie devinrent des centres de l'économie esclavagiste. Le sucre des Caraïbes et le tabac des Amériques rapportaient d'énormes profits à la métropole. Ces richesses, cependant, avaient un prix exorbitant. Les lois régissant l'esclavage devinrent de plus en plus sévères. Certaines colonies adoptèrent des codes noirs qui privaient les esclaves des droits les plus élémentaires. Il leur était interdit d'étudier, de se réunir, de posséder des biens ou même de se défendre contre la violence. Toute désobéissance était sévèrement punie. Il s'agissait d'une tentative de déshumanisation totale, visant à réduire les gens à de simples instruments de profit. Mais même dans cet abîme de désespoir, les gens trouvaient des moyens de résister. Cela pouvait inclure le ralentissement du travail, le sabotage, la fuite, ou, dans les cas les plus extrêmes, la rébellion armée. Les étincelles de liberté allumées au cœur du système esclavagiste ne s'éteignirent jamais complètement. Elles couvaient, attendant leur heure, rappelant que même enchaînée, l'âme humaine aspire à la liberté. Ainsi naquit une ère nouvelle en Amérique, une ère où la richesse des uns reposait sur l'asservissement des autres. Une ère où la vie humaine était devenue une marchandise et la race une condamnation à mort. Un monde qui, hier encore, semblait infini et riche en opportunités, prenait désormais des contours forgés dans la douleur et l'oppression. Ce fut le début d'un chemin qui allait mener à des bouleversements sans précédent. Imaginez des champs s'étendant à perte de vue, baignés d'un soleil à la fois source de bénédiction et de malédiction. Sur ces terres, la vie d'un homme se mesurait non pas aux années vécues, mais aux récoltes récoltées. Ici, sous l'œil vigilant de surveillants, vivaient ceux dont le destin était à jamais lié par des chaînes. Leur vie était simple et rude, marquée par un travail constant de l'aube au crépuscule. Chaque matinée commençait par un bourdonnement qui résonnait dans les plantations. Des pas, des voix, le son des instruments. L'air humide était imprégné des odeurs de terre, de sueur et parfois de l'amertume des épices destinées au marché lointain. Les habitations des esclaves étaient modestes, souvent de simples huttes, où l'exiguïté était non seulement physique, mais aussi spirituelle. Les familles, souvent séparées par un mur de lois invisible mais insurmontable, trouvaient du réconfort dans les peines partagées et les joies rares. Le travail dans les plantations était exténuant. Les champs de canne à sucre exigeaient un entretien infatigable, de la plantation à la récolte, souvent périlleux. Les couteaux utilisés pour couper les tiges pouvaient causer des blessures. Le travail dans les sucreries était encore plus dangereux, où la chaleur des fours et le vrambissement des machines représentaient une menace constante. Les plantations de tabac, bien que moins exigeantes physiquement, exigeaient de longues heures sous un soleil de plomb penché sur des plans bas. Dans cette dure réalité où chaque jour était une lutte pour la survie, les gens trouvaient de la force. Les chants qui résonnaient le soir au coucher du soleil dissimulaient mélancolie et espoir. Ces mélodies, transmises de bouche en bouche, étaient un pont entre le passé et l'avenir, entre une patrie perdue et le rêve de liberté. Des histoires, transmises à l'ombre des arbres, parlaient de héros,
d'ancêtres sages, d'une époque où les chaînes n'avaient pas encore enchaîné les pieds. La foi jouait également un rôle essentiel. Les prières secrètes adressées au ciel leur apportaient réconfort et force. Même dans les moments les plus sombres, alors que le monde entier semblait les avoir oubliés, ils croyaient que la justice triompherait un jour. Cette force intérieure, cet esprit inflexible était indélébile. La résistance prenait de multiples formes. Elle pouvait être silencieuse et passer inaperçue. Ralentir le rythme du travail, casser des outils accidentellement, cacher une partie de la récolte, tout cela faisait partie du jeu de la survie. Parfois, cela impliquait des actes plus audacieux, les évasions. Les nuits devenaient un temps d'espoir pour ceux qui osaient fuir, comptant sur les étoiles et l'aide d'alliés cachés. Chaque évasion réussie était une petite victoire qui nourrissait l'esprit des autres. Les rencontres, même brèves, étaient précieuses. Les gens échangeaient des nouvelles et se soutenaient mutuellement. Ils apprenaient à se comprendre, même si leur langue différait. Cette communauté, née en captivité, devint une source de force. Ils partageaient la maigre nourriture, aidaient les malades et réconfortaient les personnes en deuil. Parfois, lorsque le désespoir atteignait son paroxysme, des rébellions éclataient. C'étaient des moments où la rage refoulée éclatait. Ces soulèvements, bien que souvent brutalement réprimés, laissèrent une trace indélébile. Ils rappelèrent aux oppresseurs que même dans les circonstances les plus difficiles, l'esprit humain aspire à la liberté. Chaque rébellion, chaque sacrifice entra dans la légende, inspirant ceux qui vécurent après eux. L'air autour d'Air des plantations était souvent empli du silence qui précède un orage. C'était une immobilité tendue, comme si le temps lui-même s'était arrêté, anticipant les événements à venir. Les gens vivaient, travaillaient, aimaient et souffraient, mais au fond d'eux-mêmes, l'espoir brillait toujours. L'espoir qu'un jour les chaînes seraient brisées et que le soleil brillerait équitablement pour tous. Et chaque aube, malgré la dure réalité, apportait la promesse d'un jour nouveau, et avec lui l'opportunité d'un changement. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. Économie et idéologie, ce sont les deux fils invisibles qui s'entremêlent pour justifier l'injustice, pour faire de l'esclavage, ce lourd fardeau, l'ordre naturel. Pour consolider leur pouvoir, les oppresseurs avaient besoin de justification. Ils ne se sont pas contentés de capturer des gens, ils ont cherché des moyens de se convaincre, eux et les autres, que c'était juste. Au début, ces explications étaient simples. Si une personne est faible et une autre forte, alors le fort a le droit de dominer le faible. Si un peuple est vaincu par un autre, alors le vaincu doit servir les vainqueurs. Ainsi apparurent les premières justifications, aussi simples qu'un claquement de fouet. Mais à mesure que les civilisations se développaient et que les sociétés devenaient plus complexes, ces justifications devinrent plus sophistiquées. Les philosophes, censés chercher la vérité, la trouvèrent soudain dans les justifications de l'ordre établi. Ils évoquèrent une hiérarchie naturelle où certains naissent pour gouverner, d'autres pour servir. Ils soulignèrent les différences d'apparence, de capacité et de culture, les considérant comme la preuve de l'infériorité des uns et de la supériorité des autres. Par exemple, dans la Grèce antique, où la liberté et la démocratie étaient valorisées pour les citoyens, l'esclavage était la norme. Il était considéré comme naturel, nécessaire au maintien du bien-être de la police. Les esclaves étaient des instruments de parole, dont la vie et le travail étaient entièrement entre les mains de leur maître. Des philosophes comme Aristote estimaient que certaines personnes étaient naturellement destinées à être esclaves et que leur subordination leur apportait des avantages.
C'était une justification élégante mais cruelle qui permettait à beaucoup de vivre dans le luxe au détriment des souffrances d'autrui. L'Empire romain, bâti sur la force des légions, s'appuyait également sur le travail des esclaves. Des millions de personnes capturées lors des guerres étaient vendues sur les marchés, devenant ainsi des rouages de la vaste machinerie qui alimentait l'Empire. Là encore, il existait des justifications idéologiques. Les Romains croyaient en leur destinée particulière, en leur mission civilisatrice. Ceux qui ne partageaient pas leur culture, ceux qui vivaient hors de l'Empire, étaient considérés comme des barbares, et leur soumission était perçue comme une bénédiction. Il s'agissait d'une sorte de mission civilisatrice qui, en substance, justifiait l'esclavage. Lorsque le christianisme devint la religion dominante en Europe, il semblait que les idées d'égalité et d'amour du prochain auraient dû mettre fin à l'esclavage. Mais l'histoire en décida autrement. L'Église, elle-même grande propriétaire terrienne, se trouva dans une situation difficile. Au lieu de condamner catégoriquement l'esclavage, elle chercha un compromis. Les textes sacrés furent interprétés d'une manière qui ne contredisait pas l'ordre établi. Il fut affirmé que les esclaves devaient obéir à leur maître comme s'ils étaient Dieu lui-même. Cette réinterprétation subtile mais efficace permit à l'esclavage de survivre malgré quelques atténuations. Progressivement, sous l'influence du christianisme, l'esclavage en Europe se transforma en servage, où la coercition n'était plus aussi absolue, mais demeurait très forte. Les nouveaux horizons ouverts par les grandes découvertes géographiques ont apporté avec eux de vieux péchés. Lorsque les Européens ont atteint les côtes de l'Amérique, ils ont rencontré de nouveaux peuples, mais leurs attitudes à leur égard se sont avérées familières. Au début, les Européens ont tenté d'asservir les populations autochtones. Cependant, les maladies contre lesquelles les Indiens n'étaient pas immunisés et leur connaissance du territoire local en ont fait des esclaves peu efficaces pour les Européens. Leur regard s'est alors tourné vers l'Afrique. La tragédie transatlantique, connue sous le nom de passage du milieu, a marqué l'apogée de ce processus. Il s'agissait d'une machine infernale conçue pour déplacer des millions de personnes d'Afrique vers les Amériques. L'idéologie qui la justifiait était particulièrement cynique. Les Africains étaient dépeints par les Européens comme des êtres inférieurs, incapables d'une existence indépendante, ayant besoin de conseils et de civilisation. Leur peau, leurs coutumes, leur langue, tout était présenté comme des signes de leur barbarie et de leur infériorité. La théorie de l'ordre naturel a pris une nouvelle forme raciste. Des théories pseudo-scientifiques ont été élaborées pour prouver la supériorité biologique de la race blanche sur la race noire. Dépourvues de tout fondement scientifique, ces théories ont constitué une puissante arme idéologique. Elles ont permis aux marchands et aux propriétaires d'esclaves de regarder leurs victimes dans les yeux et de les considérer non pas comme des personnes, mais comme des biens. Elles ont permis aux politiciens et aux juges d'adopter des lois qui ont consacré cet esclavage, le déclarant non seulement légal, mais aussi nécessaire à la prospérité des colonies. Les plantations de canne à sucre des Caraïbes, les champs de tabac d'Amérique du Nord, les mines d'Amérique du Sud, tous ces lieux sont devenus les symboles d'une exploitation brutale. La destinée humaine s'est transformée en marchandise, valorisée par la force musculaire et l'endurance. Des enfants ont été vendus à leurs parents, des frères et sœurs ont été séparés sans pitié. L'objectif n'était pas simplement le profit, mais l'asservissement total, la destruction de l'individu, la transformation des humains en biomasse capable seulement d'obéir aux ordres. Cet ordre naturel ne profitait pas seulement aux propriétaires d'esclaves. Il créait l'illusion d'une mobilité sociale pour les Européens pauvres, qui, sans esclaves, pouvaient au moins se considérer supérieurs à ceux enchaînés.
Il façonnait de nouvelles structures sociales, où la supériorité raciale devenait l'un des principaux critères de statut. L'idéologie de l'esclavage imprégnait toutes les sphères de la vie, peignant le monde en noir et blanc, où certaines choses étaient inconditionnellement bonnes et d'autres inconditionnellement mauvaises. Mais ces mots étaient considérés comme immuables et nécessaires. Justifier l'injustice est un processus qui exige un renforcement constant, la répétition constante de fausses vérités. C'est comme construire un mur, pierre par pierre, brique par brique, pour se protéger de la vérité. Et lorsque ce mur devient suffisamment haut, il commence à paraître impénétrable. Mais même les murs les plus solides finissent par s'effondrer, surtout lorsqu'ils sont érodés par le passage inexorable du temps et l'éveil des consciences. Mais même les murs les plus solides finissent par s'effondrer, surtout lorsqu'ils sont érodés par le passage inexorable du temps et l'éveil des consciences. Là où régnait le silence de la soumission, des voix se sont soudain élevées. C'étaient les voix du désespoir, les voix de la colère, celles de ceux qui ne supportaient plus l'oppression. L'étincelle de liberté, autrefois à peine perceptible, a grandi, illuminant les ombres de l'esclavage. Souvenons-nous de Spartacus. Son nom devint synonyme de rébellion, symbole d'une volonté inflexible. C'était un gladiateur, un homme dont la vie appartenait à d'autres, dont le corps était un instrument de divertissement pour la noblesse romaine. Mais en lui vivait une soif de liberté plus forte que l'acier de ses gladis. Avec d'autres gladiateurs, tout aussi captifs du destin, il mena une rébellion. Ce fut plus qu'une simple fuite, c'était un défi lancé à tout un système fondé sur la violence et l'exploitation. Des milliers d'esclaves répondant à son appel le rejoignirent. Ils parcoururent les routes d'Italie tel un torrent impétueux, emportant des légions romaines sur leur passage. Leurs armes étaient les outils à portée de main, leur force, le désespoir et la soif de vivre. Ils ne voulaient pas seulement être libres, ils voulaient reconquérir leur droit à l'humanité. Rome, cœur du monde, se dégagea de cette rébellion. Pour la première fois, la fragilité d'un empire majestueux dont la puissance reposait sur des millions d'esclaves se révéla aussi clairement. Spartacus et son armée se sont battus non seulement pour leur propre liberté, mais aussi pour celle de tous les peuples opprimés. Bien que le soulèvement ait été brutalement réprimé, ses échos ont traversé les siècles, rappelant que, même dans les ténèbres les plus profondes, la flamme de l'espoir peut s'allumer. Les siècles passèrent, le monde changea, mais les chaînes de l'esclavage ne semblaient que se renforcer, prenant de nouvelles formes. Dans les possessions coloniales du Nouveau Monde, notamment dans les Caraïbes, où les plantations sucrières exigeaient un travail acharné, la cruauté atteignit son apogée. Ici, l'esclavage n'était pas seulement un système, mais un mode de vie, un fondement économique. Les populations venues des côtes africaines étaient confrontées à des conditions inimaginables. La journée commençait avant l'aube et se terminait après le coucher du soleil. Le travail dans les plantations était exténuant, monotone et dangereux. Le soleil flamboyait impitoyablement, l'air était imprégné d'une odeur de sueur et de terre. Chaque pas, chaque mouvement était surveillé. Les châtiments étaient sévères, entraînant souvent des mutilations ou la mort. Mais même dans cette vie sans espoir, l'esprit de résistance ne faiblissait pas. Tout a commencé modestement, par des sabotages discrets, par la réduction du rythme de travail, par l'acheminement de nourriture en forêt. Ce furent de petites victoires qui contribuèrent à préserver la dignité humaine. Puis vinrent des formes de protestation plus audacieuses. Les évasions. Individuelles ou en groupe, elles devinrent légendaires.
Les évadés, ou marrons comme on les appelait, créèrent leur propre communauté dans des lieux reculés, dans les forêts, dans les montagnes. Ils vivaient selon leurs propres règles, préservant leur culture et la mémoire de leur patrie. Ces communautés furent une source d'inspiration pour ceux restés en captivité et un casse-tête permanent pour les propriétaires d'esclaves. Mais la manifestation la plus marquante de cette lutte, le coup le plus puissant porté au système esclavagiste, fut le soulèvement haïtien. Plus qu'une simple rébellion d'esclaves, ce fut une révolution qui changea le cours de l'histoire. Débutée en 1791, elle dura de nombreuses années, se transformant en une lutte sanglante mais héroïque pour la liberté. Des dirigeants comme Toussaint Louverture devinrent des symboles d'une volonté inébranlable et d'un génie stratégique. Ils réussirent à unir des groupes d'esclaves disparates, à constituer une armée et à résister aux plus puissantes puissances coloniales, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Imaginez cette scène. L'air tropical brûlant, la jungle dense, la fumée des feux de cuisine, mais par-dessus tout, une tension palpable. On entend le son des tambours appelant à l'action, le bruissement des feuilles où se cachent les combattants. Ce n'est pas seulement un combat pour la liberté, c'est un combat pour le droit à la vie, pour le droit d'être humain, pour le droit de déterminer son propre destin. La révolution haïtienne fut unique en ce qu'elle aboutit à la création du premier État libre fondé par d'anciens esclaves. Ce fut le triomphe de l'esprit humain sur la cruauté du système. Haïti est devenue un symbole d'espoir pour tous les opprimés du monde. Elle a prouvé que l'esclavage n'est pas éternel, que l'oppression peut être renversée. Cette victoire a été obtenue au prix d'immenses sacrifices, mais elle a marqué l'histoire à jamais, démontrant que la liberté n'est pas un don, mais un droit qui vaut la peine d'être défendu. Le succès de la révolution haïtienne a inspiré les esclaves et les opprimés du monde entier, nourrissant leur désir de libération. La lutte a continué, prenant différentes formes, mais son essence est restée constante. Le désir de liberté, de justice, de dignité. Des combats de gladiateurs aux plantations, des forêts aux champs de canne à sucre, l'étincelle de la liberté brûlait, attendant son heure pour se transformer en flamme. Et cette flamme, une fois allumée, ne pouvait plus s'éteindre. La révolution haïtienne, éclatante de lumière, a illuminé non seulement les îles des Caraïbes, mais aussi les esprits du monde entier. Elle est devenue un argument puissant dans l'interminable débat sur l'interminable dignité humaine. Tandis qu'à certains endroits du monde émergeaient de nouvelles nations fondées sur les idéaux de liberté et d'égalité, ailleurs, comme aux États-Unis, le système esclavagiste continuait de se renforcer, tel un vieil arbre aux racines profondes. Mais même dans les forêts les plus sombres de l'histoire, des lueurs d'espoir scintillent, et les murmures discrets de la conscience s'affirment peu à peu. En Angleterre, pays dont les navires sillonnaient les océans, apportant richesses et terres nouvelles, des voix commencèrent à réclamer une remise en question. Il ne s'agissait pas des cris de révolutionnaires, mais plutôt des paroles insistantes mais calmes de penseurs éclairés, de membres du clergé et d'hommes politiques. William Wilberforce, homme d'une foi profonde et d'une volonté inébranlable, devint l'une des figures centrales de ce mouvement. Il considérait l'esclavage comme une violation monstrueuse des lois divines et humaines. Imaginez les couloirs du Parlement, où les paroles prononcées avec conviction s'opposent aux arguments fondés sur le profit et l'habitude. L'air est empli de tensions, mais aussi d'espoir de changement. Wilberforce et ses associés, un groupe de saints, comme on les appelait, travaillèrent sans relâche.
recueillant des preuves de la cruauté de la traite négrière, prononçant des discours qui touchaient le cœur de leurs auditeurs. Ils formèrent des comités, écrivirent des pétitions, publièrent des pamphlets, s'efforçant de faire connaître la vérité à qui voulait bien les écouter. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, la situation était plus complexe. L'esclavage était profondément ancré dans l'économie, notamment dans les États du Sud, où les plantations de coton et de tabac exigeaient une main-d'œuvre considérable. Cependant, les idées des Lumières qui traversaient l'océan commencèrent à trouver un écho ici aussi. Des abolitionnistes apparurent, militant ouvertement pour la fin immédiate et totale de l'esclavage. Parmi eux se trouvaient d'anciens esclaves, dont les histoires, pleines de douleur et de souffrance, constituaient le témoignage le plus convaincant contre ce système inhumain. Frédéric Douglass, avec son intelligence vive et son éloquence, devint l'une des voix les plus puissantes du mouvement abolitionniste. Ses discours, ses livres, sa vie, tout cela défiait l'injustice avec défi. Imaginez-le debout à la tribune, la voix puissante et assurée, racontant les horreurs de l'esclavage, la séparation des familles, le vide d'une existence. Le mouvement pour l'abolition de l'esclavage prit de l'ampleur, tel un ruisseau qui puise son eau à flanc de colline et se transforme en une rivière à flots. Les premières initiatives législatives virent le jour. En Angleterre, après des années de lutte, une loi interdisant la traite négrière fut votée en 1807. Ce fut une première victoire majeure dont les répercussions se répercutèrent dans le monde entier. La traite négrière elle-même, le transport de personnes d'Afrique vers l'Amérique, fut déclaré illégal. Mais cela ne libéra pas immédiatement les esclaves. La lutte continua. Aux États-Unis, en revanche, le chemin législatif fut plus tortueux et douloureux. Le fossé entre le Nord et le Sud au sujet de l'esclavage se creusa. Chaque nouvelle tentative de compromis ne fit qu'exacerber les contradictions. Cependant, l'opinion publique changea progressivement. Les gens constatèrent l'injustice, entendirent des histoires, lurent des livres. L'atmosphère sociale se tendit, comme avant une tempête. L'arrêt Somerset de la Cour suprême britannique en 1770 marqua une étape importante. Ce précédent déclara l'esclavage illégal en Angleterre. Cela signifiait que tout esclave qui posait le pied sur le sol anglais était automatiquement libre. Ce fut une avancée majeure, même si elle n'abolissait pas l'esclavage dans les colonies. Imaginez l'ombre de la liberté planant sur ceux qui avaient vécu sous l'oppression, leur offrant l'espoir d'un nouveau départ. Progressivement, tels les premiers rayons de soleil perçant le brouillard, la prise de conscience que l'esclavage était non seulement inefficace, mais aussi profondément immoral, commença à imprégner la conscience publique. Les abolitionnistes utilisèrent tous les moyens à leur disposition. Ils organisèrent des rassemblements, distribuèrent des tracts et interpellèrent les législateurs. Chaque parole, chaque action visait à éveiller la conscience nationale. En 1833, après des décennies de lutte acharnée, l'Empire britannique adopta la loi sur l'abolition de l'esclavage. Ce fut un événement colossal. Des millions de personnes obtinrent leur liberté. Cette loi, cependant, ne fut pas une émancipation instantanée. Elle prévoyait une période de transition durant laquelle les esclaves devinrent des apprentis travaillant pour leurs anciens maîtres pour une somme modique. Cette mesure visait à atténuer le coût économique porté aux propriétaires de plantations. Mais le principe était établi, l'esclavage était condamné. Imaginez le soupir de soulagement qui parcourut les îles lorsque la nouvelle parvint jusqu'à leurs côtes. Aux États-Unis, cependant, la situation se déroula différemment.
L'abolition de l'esclavage fit suite à la sanglante guerre de sécession qui débuta en 1861. Mais jusque-là, le mouvement pour la liberté poursuivait son chemin, ouvrant la voie à de futurs changements. Chaque nouveau pas, chaque nouveau témoignage, chaque nouvelle voix appelant à la justice rapprochait l'aube. Cette aube fut longue et difficile, mais elle arriva inévitablement, éclairant le chemin vers un monde où la liberté cesserait d'être une fleur rare pour devenir l'état naturel de chaque être humain. L'écho de la conscience, une fois entendu, s'amplifia et sa voix ne put plus être réduite au silence. Ainsi, lorsque la dernière braise du feu de l'histoire semblait éteinte, lorsque la lueur de la liberté qui avait timidement vacillé dans l'Empire britannique et flamboyait comme un incendie sanglant en Amérique commença à s'estomper, ne laissant derrière elle que fumée et cendres, nous arrivons à cette partie du récit où le passé, tel une encre invisible mais solide, continue de nous retenir, nous empêchant d'avancer librement. L'héritage de l'esclavage est plus qu'un simple chapitre d'histoire. Ce sont des cicatrices profondes et sanglantes sur le corps même de la civilisation, les empreintes de la douleur et de l'injustice qui résonnent encore aujourd'hui. Souvenez-vous avec quelle insouciance l'humanité a parfois accepté l'esclavage comme une évidence, comme l'ordre naturel des choses. Il était ancré dans la société, devint le fondement de l'économie et était justifié par la philosophie elle-même. Mais derrière la façade de cet ordre se cachait un abîme de souffrance. Des millions de vies furent brisées, mutilées, effacées de l'histoire. Et même une fois les chaînes levées, ces vies ne trouvèrent pas immédiatement la véritable liberté. Pensez à ceux qui ont été arrachés à leur terre natale, dont les familles ont été déchirées, dont la culture a été réprimée. Imaginez leurs descendants vivant sur une terre qui ne leur est jamais vraiment devenue propre. Les cicatrices du passé ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles se transmettent de génération en génération, se manifestant par des inégalités, des préjugés et de la méfiance. Ce ne sont pas de simples faits historiques, ce sont des souffrances vivantes qui continuent de façonner la vie des gens, les structures sociales et les processus politiques. Prenons par exemple l'héritage économique. De nombreuses régions qui avaient longtemps bâti leur prospérité sur le travail des esclaves ont acquis d'immenses richesses. Ces richesses, accumulées au fil des siècles, n'ont pas disparu avec l'abolition de l'esclavage. Elles ont continué à servir leurs propriétaires, leur offrant des privilèges et des opportunités inaccessibles à ceux qui avaient tout perdu. Cela a créé et continue de créer de profonds fossés économiques difficiles à combler. Ou encore, considérons l'héritage idéologique. Les notions de supériorité raciale et les justifications de la discrimination qui sous-tendaient autrefois l'esclavage n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles ont muté, adoptant de nouvelles formes, mais elles continuent d'empoisonner la conscience publique, donnant naissance à de nouvelles formes d'oppression et d'injustice. C'est un mur invisible qui divise les gens, les empêchant de se considérer comme égaux. La géographie même de la planète porte les stigmates de cette tragédie. Les rivages de l'Afrique, autrefois animés par la vie et la joie, sont désormais marqués à jamais par les traces de la traite négrière. Les terres des Amériques, autrefois sauvages et indomptées, sont aujourd'hui parsemées de plantations bâties grâce à la sueur et aux larmes des esclaves. Ces lieux, tels des monuments du passé, nous rappellent le prix payé par l'humanité pour sa cupidité et sa cruauté. Parfois, on a l'impression que le passé nous harcèle, nous murmurant de vieux greffes oubliés. Quand nous sommes témoins d'actes de racisme, quand nous entendons des paroles de haine, quand nous sommes confrontés à une discrimination systémique, nous sentons l'ombre du passé planer sur nous.
Il ne s'agit pas d'incidents isolés, ce sont les manifestations de problèmes profondément enracinés qui exigent notre attention et notre réflexion. L'esclavage a laissé derrière lui non seulement des destructions matérielles et des divisions sociales, mais aussi de profonds traumatismes psychologiques. Des traumatismes transmis de génération en génération, affectant l'estime de soi, le sentiment d'appartenance et la vision du monde. Imaginez combien il est difficile de vivre en sachant que vos ancêtres ont été privés de dignité humaine, que leur vie n'était que des marchandises. Cette douleur, cette injustice, cette perte, tout cela perdure dans le cœur et l'esprit des gens. Ainsi, à la croisée des chemins, nous sommes contraints de reconnaître que le passé nous hante. Les cicatrices de l'esclavage ne sont pas de simples rides sur le visage de l'histoire. Ce sont des blessures ouvertes qui nécessitent une guérison. Et cette guérison n'est possible que si nous sommes prêts à affronter la vérité, à reconnaître notre responsabilité et à œuvrer pour que le passé ne se reproduise plus. C'est un chemin long et difficile, un chemin vers la véritable réconciliation et la justice. Mais c'est précisément ce chemin qui nous mène à la lumière, un monde où chacun est libre, où personne n'est opprimé, où le passé sert de leçon et non de condamnation. Car c'est seulement ainsi que nous pourrons véritablement avancer, laisser derrière nous les ombres du passé et construire un avenir fondé sur le respect, l'égalité et la dignité de chacun. Chaque jour, en réfléchissant à l'héritage de l'esclavage, nous faisons un pas vers la compréhension. Nous comprenons à quel point le passé imprègne notre présent. Et cette compréhension est la première étape, mais aussi la plus cruciale, vers la guérison. Le silence qui a enveloppé le monde après la tempête du changement semble marquer une pause avant de reprendre sa marche inexorable. Le temps, comme s'il retenait son souffle, se prépare à saisir de nouvelles histoires. Dans cette pause figée, alors que le passé couve encore et que l'avenir émerge à peine, nous trouvons un espace de réflexion. Les leçons du temps ne sont pas que des lignes dans des livres poussiéreux. Elles sont l'écho de millions de voix tissées dans la trame de l'existence, les murmures de ceux qui ont connu le poids des chaînes. La mémoire, ce miroir fragile, reflète non seulement la grandeur des civilisations, mais aussi leurs échecs les plus sombres. Elle exige de nous non seulement la mémorisation, mais aussi une compréhension profonde. Se pencher sur les pages sombres de l'histoire est un acte de courage. C'est un regard vers l'abîme où la dignité humaine a été bafouée, où la vie est devenue une marchandise et la liberté un rêve inaccessible. Nous voyons comment, depuis des siècles, les échos de la douleur résonnent des profondeurs des mines, des champs trempés de sueur et de larmes, des ponts des navires transformés en prisons flottantes. Ces images, telles des ombres, nous suivent, nous rappelant la fragilité d'un monde bâti sur la souffrance d'autrui. Imaginez cet écho dans nos cœurs. Ce n'est pas un cri fort, mais un murmure discret et insistant, impossible à étouffer. Il nous rappelle que chaque époque porte en elle les germes de l'espoir et du désespoir. Et la façon dont nous gérons cet héritage déterminera notre propre avenir. La responsabilité est un fardeau que nous portons, même si nous n'avons pas été directement impliqués dans les événements. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les leçons du passé ne soient pas oubliées, que ces pages tragiques ne se répètent pas. Le temps ne s'écoule pas simplement, il nous enseigne. Il nous apprend à discerner les schémas, à comprendre les motivations et à en percevoir les conséquences.
Dans ce silence, alors que le vent du changement souffle à peine sur les feuilles, nous entendons la voix de nos ancêtres, appelant à la vigilance. Ils savent combien il est facile de perdre sa liberté retrouvée, combien les nouvelles formes de coercition peuvent être insidieuses, combien il est important de préserver la lumière de l'humanité. Nous sommes sur le point de comprendre que le passé n'est pas un poids mort, mais une force vive. Il influence nos opinions, nos actions, nos relations. Les cicatrices laissées par l'esclavage n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles se manifestent par les inégalités, les préjugés, les murs invisibles qui continuent de diviser les peuples. Et tant que ces cicatrices ne seront pas guéries, tant que l'injustice ne sera pas reconnue et surmontée, le monde restera incomplet. La mémoire n'est pas seulement douleur, c'est aussi force, celle de ceux qui se sont battus, qui ont rêvé, qui n'ont jamais abandonné. C'est l'exemple d'un esprit inflexible qui traverse les siècles comme une pousse sur l'asphalte. De cet héritage, nous puisons sagesse, résilience et espoir. Espérons que la compréhension du passé nous mènera vers un présent plus juste et plus humain. Donner un sens à ces pages sombres est un travail lent et laborieux. Cela exige honnêteté, ouverture d'esprit et la volonté de se regarder dans le miroir de l'histoire sans fioriture. Il ne s'agit pas de rechercher les coupables, mais de comprendre. Comprendre comment la nature humaine, dans sa complexité, est capable des pires atrocités comme de la plus grande bonté. Dans ce silence, alors que le monde s'arrête devant une aube nouvelle, nous entendons un appel discret mais insistant. Un appel à la responsabilité, un appel au souvenir, un appel à la guérison. Et c'est un appel que nous ne pouvons ignorer si nous voulons construire un avenir digne de nous tous. Le chemin de la compréhension passe par la reconnaissance. Reconnaissance de la douleur, reconnaissance de l'injustice, reconnaissance de notre rôle pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. Et dans ce mouvement lent mais sûr vers la lumière, nous trouvons la véritable leçon du temps. Ainsi, tandis que les derniers échos du passé s'estompent dans l'éternité, nous nous tenons au seuil d'une aube nouvelle. L'obscurité qui a enveloppé des siècles se dissipe, laissant place à la douce lumière de la compréhension. Chaque histoire, chaque souffle, chaque larme versée sur ces terres ancestrales est désormais tissée dans une seule trame temporelle. Dans ce silence, tandis que le vent murmure des noms oubliés, nous ressentons le poids du voyage. Ce n'est pas un point, mais plutôt une douce transition, comme une lente respiration avant un profond sommeil. Tel un navire antique achevant un long voyage, il accoste, ne laissant derrière lui que le souffle mesuré des vagues. Nous regardons en arrière, et les ombres du passé ne nous effraient plus. Elles nous rappellent simplement la force, la résilience, comment, même dans les moments les plus sombres, une étincelle d'humanité pouvait brûler. Telles les braises d'un feu mourant, elles diffusent leur chaleur, illuminant le chemin à suivre. Et nous, debout sur cette terre, ressentons son souffle, son souvenir, sa paix. Tout est immobile, non pas avant la tempête, mais avant la grandeur silencieuse de l'achèvement. Ce n'est pas la fin, mais simplement le cours naturel des choses, comme le changement des saisons. Un coucher de soleil à l'horizon de l'histoire, promettant un jour nouveau. Seule demeure une connaissance profonde et apaisante, une connaissance que nous portons en nous comme un don inestimable. Elle résonne doucement dans nos cœurs, nous rappelant la fragilité de la liberté et l'inviolabilité de l'esprit humain. Et dans cette douce lumière de compréhension, nous trouvons la paix, tel un sage ancien qui a saisi le mystère de l'univers.
Que ce souvenir demeure en nous, tel le doux murmure de nos ancêtres, nous guidant. Nous respirons l'air chargé du parfum des millénaires et sentons l'histoire respirer avec nous. Chaque pas, chaque respiration, chaque instant, tout cela fait partie de l'éternité. Et maintenant, dans ce silence, nous n'entendons que le doux battement de notre cœur, faisant écho au pouls de la vie elle-même. Ce n'est pas un adieu, mais plutôt une compréhension. La compréhension que chaque instant, même le plus sombre, porte en lui une graine de lumière. Et cette lumière, silencieuse mais inextinguible, illumine désormais notre chemin. Tel le dernier rayon de soleil touchant des ruines antiques, elle leur insuffle une vie nouvelle, une beauté nouvelle. Nous nous tenons sur le seuil, et le passé cède la place à l'avenir, laissant derrière lui non seulement un écho, mais une connaissance profonde et sereine. Cette connaissance, nous devons la chérir comme le trésor le plus précieux, et qu'elle soit notre phare, notre guide pour les jours à venir. L'histoire est terminée, mais ses leçons perdurent. Elles vivent en nous, dans nos cœurs, dans notre soif de lumière. Et cette soif, silencieuse mais puissante, nous guidera à travers le temps. Telle une cloche antique sonnant sa dernière heure, elle ne se tait pas, mais se transforme simplement en un son différent, empli de sagesse et de paix. Nous respirons cette paix, et elle nous emplit jusqu'au plus profond. L'histoire a trouvé sa place, son havre de paix. Et nous, ses auditeurs, ses témoins, nous quittons avec un sentiment de profonde satisfaction. Tel un chant chanté jusqu'à sa fin, elle ne laisse derrière elle que l'harmonie, la douce lumière de la compréhension, des leçons que nous ne devons pas oublier.